C'est fascinant d'observer qu'il y a un moment super précis, situé exactement entre janvier 2025 et mars 2026, où la communication à la Maison-Blanche a complètement changé de nature. Ouais, c'est clair. Ça a cessé d'être un simple exercice politique. Voilà, c'est devenu une véritable étude clinique d'auto-effacement. On se demande vraiment comment un individu peut sacrifier volontairement sa propre pensée pour devenir le masque parfait d'une institution. Et c'est exactement ce qu'on va décrypter aujourd'hui. Tout à fait, c'est le but de cette exploration en profondeur. Mais avant de plonger là-dedans, il y a une alerte de déclenchement indispensable qu'il faut absolument mentionner. Oui, c'est crucial de le préciser dès le départ. Pour comprendre cette mécanique, on va aborder des concepts psychologiques assez intenses, y compris l'utilisation stratégique de traumatismes réels. Plus spécifiquement le SSPT, donc le syndrome de stress post-traumatique. C'est pas un sujet léger, en effet. Non, vraiment pas. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. Alors, lançons-nous dans cette analyse de l'exhibitionnisme de rôle chez Caroline Leavitt, qui était l'attachée de presse de la Maison-Blanche sur cette période charnière. Je t'arrête juste une seconde. Avant de faire un seul pas de plus, il faut poser une barrière éthique absolue. C'est vraiment la condition même de cette approche. D'accord, je t'écoute. Ce qui rend cette grille de lecture freudienne et jungienne si fascinante, c'est sa stricte neutralité politique. Il ne s'agit en aucun cas d'un diagnostic clinique balancé à la volée. Ah oui, c'est important de faire la distinction. Exactement. Il n'y a aucune spéculation sur sa vie privée, sur ce qui se passe à huis clos ou même sur d'éventuels motifs cachés. Ce qu'on examine ici, c'est purement une étude de performance publique. Donc on se base uniquement sur ce qu'on peut voir, c'est ça? C'est ça. C'est une analyse structurelle basée exclusivement sur des éléments observables du domaine public. Les points presse, les déclarations officielles, la gestuelle, bref, ce qui est sous les projecteurs. Donc l'intégrité de toute cette réflexion repose sur une séparation totale entre l'individu privé et le personnage public. Totalement hermétique, oui. Le cadre est posé, et c'est vrai que c'est une distinction vitale. On ne parle pas de la personne qui boit son café le matin en lisant les infos, mais bien de la fonction, du bouclier incarné sous cette lumière écrasante. Voilà, c'est le point de départ de toute la théorie. Alors, le premier concept qui frappe quand on aborde ça, c'est cette idée de nudité psychique. Mais attends, avec la limite éthique que tu viens d'imposer, comment on peut sérieusement parler de psychologie nue si on s'interdit formellement de fouiller dans l'intimité? Mais je comprends que ça paraisse contradictoire. Ben oui, ça semble même totalement opposé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ici? C'est un paradoxe formidable en fait. La nudité psychique, dans ce cadre freudien très précis, ça n'a rien à voir avec ce qui est caché ou enfoui. Ce n'est pas le journal intime, quoi. Pas du tout. Au contraire, c'est la stratégie même qui sous-tend ce qui est délibéré et presque violemment jeté à la face du public. C'est le dialogue constant entre le refoulement et l'exhibition. D'accord, mais comment ça se traduit au quotidien? Il faut bien mesurer ce que le rôle d'attaché de presse exige. Par sa nature même, l'institution impose un refoulement massif. L'individu doit écraser toute ambivalence naturelle qu'un cerveau humain normal ressentirait face à des directives qui sont parfois, disons, contradictoires. C'est-à-dire qu'elle doit enfouir ses doutes personnels. C'est ça. Et surtout, supprimer son propre jugement intellectuel autonome. La voix propre doit mourir pour que la voix de l'entité supérieure puisse exister. Ok, je vois très bien l'idée du refoulement. Mais souvent, pour expliquer ça, on utilise la métaphore un peu cliché de la cocotte minute, tu sais? Ouais, la pression qui monte et qui finit par exploser. Exactement. Si on compresse la pression d'un côté, donc le doute personnel, il faut bien qu'elle sorte de l'autre, sous la forme d'une démonstration super exagérée. C'est une excellente façon de le visualiser. C'est ça l'exhibitionnisme dont parle théorie Christiane Heurpen. On montre à fond cette certitude pour compenser ce qu'on cache. Absolument. En compensation de ce refoulement titanesque, on observe une hyper-confiance face aux caméras. Des déclarations sans aucune nuance, une loyauté très performative. Une sorte de surjeu de l'assurance. Voilà. Et le fait d'exhiber cette certitude absolue, ça rassure non seulement le public et la base politique, mais surtout ça rassure la personne elle-même. Ah, pour se convaincre que ce refoulement est volontaire peut-être. Exactement. Ça permet de se dire que l'étouffement de sa propre pensée est un choix noble. C'est fou. Mais du coup, ça soulève une objection évidente pour moi. Laquelle? Si ce rôle demande un tel écrasement de soi-même, si c'est une cocotte minute d'anxiété et de refoulement au quotidien face à une salle de presse hostile, pourquoi quelqu'un s'y soumettrait volontairement? C'est la grande question. De la direction humaine la plus logique, ça serait de fuir, de démissionner. Quel est le paiement caché là-dedans? Quelle est la récompense psychologique? C'est à ce stade que la psychanalyse devient vraiment incisive. La théorie introduit le concept de la dimension érotique de la soumission. Oh là là, attends.
Je t'arrête tout de suite. Je m'en doutais. Le mot érotique est super lourd et chargé. Est-ce que c'est pas juste une façon psychanalytique un peu prétentieuse pour dire que la personne aime simplement le pouvoir? La provocation du terme est complètement voulue par les théoriciens, mais il faut immédiatement le vider de tout sens sexuel. Ok, alors ça veut dire quoi dans ce contexte? Dans l'économie psychique, l'érotique désigne la mécanique brute du plaisir, la libération d'une tension émotionnelle écrasante. Ce n'est pas l'amour du pouvoir en soi, c'est le plaisir vertigineux de l'abandon. Le plaisir de s'en remettre totalement à une autorité supérieure. Exactement. Ici, l'institution présidentielle. Le libre arbitre, c'est un fardeau terriblement lourd à porter. Devoir douter, analyser, assumer les conséquences de ses propres pensées, c'est épuisant. L'abandon de ce fardeau provoque une immense vague de soulagement. Attends, ça me rappelle quelque chose de très physique. Est-ce que c'est un peu comme essayer de marcher face à des rafales de vent hyper fortes? Comment ça? Si on essaye de rester droit, de résister par ses propres moyens, chaque muscle brûle, on s'épuise, c'est une lutte permanente. Ouais, tout à fait. Mais il y a cette fraction de seconde étrange où, si on décide de simplement se laisser tomber en arrière contre ce mur de vent, la bourrasque nous porte complètement. Il y a un soulagement paradoxal à laisser une force plus grande que soi faire le boulot pour éviter la fatigue. C'est ce genre de relâchement. C'est une image parfaite. S'appuyer de tout son poids contre ce vent institutionnel permet de transformer une faiblesse potentielle en force. Parce que, fondamentalement, être un simple messager sans voix propre, ça devrait être source de honte intellectuelle, non? Exactement. Et c'est là que la dimension érotique opère. Elle renverse la polarité. La honte potentielle est transmutée en une immense fierté, celle du service absolu. Waouh! Et ça se voyait, ça, dans la communication de l'époque. Très clairement, si on observe les schémas de Caroline Lavitte sur cette période, on voit un véritable plaisir verbal dans les déclarations de loyauté. Répéter des mantras comme le jugement du président prime sur tout ça devient une source de satisfaction. Mais pour que ce vent ne balaye pas complètement la personne, il faut bien s'accrocher à quelque chose, non? Oui, et c'est là qu'interviennent des ancrages très puissants, ce qu'on appelle les rituels. Des rituels, genre des prières? Entre autres, oui. Les observations de ces 15 mois pointent des prières exécutées de manière systématique avant les points presse, ou encore l'usage de formules d'ouverture et de fermeture extrêmement répétitives. Ça sert de garde-fou, en gros. C'est ça. Ces rituels sacralisent la soumission. Ils délimitent l'espace sécurisant contre l'anxiété de la salle de presse. C'est un blindage redoutable, mais ça amène à un problème structurel majeur, à mon avis. Lequel? Si la soumission est totale, si on s'adosse si confortablement contre le vent qu'on ne pense plus par soi-même, comment le porte-parole évite-t-il d'avoir l'air d'un simple robot? Ah, la caméra est impitoyable là-dessus, elle détecte le vide instantanément. Ben oui, le public a besoin d'humains. Comment maintenir l'illusion d'une humanité quand on a purgé son individualité pour le rôle? C'est ici qu'intervient la notion de vulnérabilité stratégique. Pour éviter l'aliénation robotique, il est impératif d'injecter des doses très calculées de véritable humanité. Ah, c'est là qu'on reparle des détails intimes. Exactement. C'est l'utilisation chirurgicale de réalités indiscutablement humaines, comme la maternité ou la mention de ce fameux SSPT. Mais dévoilé uniquement dans des cadres ultra contrôlés, je suppose. Tout à fait. C'est exposé de manière à valoriser et valider la ligne officielle, souvent pour désarmer une attaque, pour simuler l'authenticité sans jamais menacer l'institution. Mais, et là j'ai une réaction un peu à vif, n'y a-t-il pas un risque immense de se perdre complètement dans ce personnage mordu? C'est le danger numéro 1. Comment on fait la différence entre quelqu'un qui maîtrise et joue ce rôle et quelqu'un qui a été littéralement dévoré par le rôle, à force de puiser dans ses propres traumas? C'est la ligne de crête de l'analyse. Ça repose sur l'évaluation de ce que les Jungiens appellent les marqueurs de conscience. Des balises psychologiques, en quelque sorte? C'est ça. D'un côté du spectre, tu as le choix conscient, la métaconscience. L'individu sait qu'il porte un masque. Et comment ça se voit de l'extérieur? Par une distinction claire entre soi et le rôle. L'usage d'un humour d'autodérision subtil. Ou encore garder un espace pour le doute avec des phrases diplomatiques comme « nous évaluons encore la situation ».
Ça laisse une respiration. L'ego ne fusionne pas avec la doctrine. Exactement. Mais de l'autre côté du spectre, c'est la compulsion inconsciente. Et là, les marqueurs sont brusques, l'identification devient totale. La personne se confond avec l'institution. Voilà, et toute question des journalistes est vécue comme une attaque personnelle. Ça déclenche une réactivité défensive, une anxiété extrême quand l'autorité est remise en question. Et sur la période qu'on étudie pour Caroline Lavitte, on voyait quoi? Un mélange fascinant des deux pôles. Sur ces 15 mois, la performance publique navigue sur une véritable corde raide psychologique, oscillant entre cette maîtrise métaconsciente et des moments de réactivité défensive intense. C'est vraiment vertigineux quand on y pense. Et ça m'amène à une réflexion finale, un truc qui me trotte dans la tête depuis qu'on a commencé. Je t'écoute. Que se passe-t-il au niveau le plus profond de la psyché, au niveau de l'idéal du moi, quand l'internalisation du rôle est poussée à son paroxysme absolu? C'est la mutation finale que la théorie observe. C'est inscrit directement dans l'évolution sémantique. C'est-à-dire? Le glissement des pronoms dont parlent les analystes. C'est ça. Au début, il y a une distance. Le passage de « le président pense que » évolue doucement vers la fusion collective. Le « nous pensons que » Mais ça ne s'arrête pas là. non. Ça finit par devenir « je suis la seule vérité ». Et quand on atteint ce stade, la capacité même d'autocorrection humaine disparaît totalement. C'est le danger silencieux de la possession archétypale. Le moment exact où le masque devient définitivement le visage. Thank you.